Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue pour cette émission sur Twitch ce soir à 18h, comme chaque jeudi. Ravie de vous retrouver et aujourd'hui on va parler d'une crise. Alors vous vous demandez peut-être où on est ici avec Anne-Lise que je vous présenterai dans un instant. Ici on est en fait sur un faux plateau de télévision qui a été mis en place et c'est là où on entraîne les préfets, les sous-préfets, les chefs de police, de la gendarmerie, toutes les personnes qui peuvent être amenées à parler en situation de crise, à s'exprimer dans les médias. Et donc voilà, c'est joli, c'est pour ça qu'il y a marqué édition spéciale et ça ressemble effectivement à un plateau de télévision et c'est là où on entraîne nos autorités. Vous ne le voyez pas de l'autre côté, mais il y a des caméras parce qu'ils sont filmés et après on débriefe avec eux leurs prestations télévisuelles. C'est comme ça qu'on s'entraîne et qu'on entraîne nos autorités. Ça s'appelle du média training. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Anne-Lise, avec une quinzaine de préfets qui ont été pour certains un petit peu malmenés sur des crises un peu complexes, mais peut-être qu'on vous en parlera tout à l'heure. En tout cas, bienvenue pour cette émission spéciale sur la communication de crise. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur au ministère de l'Intérieur parce qu'on est le ministère par définition de la gestion des crises. C'est un peu notre quotidien, des crises de petite ampleur ou de plus grande ampleur. Et donc voilà, on se forme et on se prépare à cette communication de crise et on sait que vous êtes nombreux à vous y intéresser. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une émission avec une éminente spécialiste qui va se présenter dans un instant. Anne-Lise, merci beaucoup de nous recevoir ici sur le plateau que tu as contribué à monter avec les équipes avec lesquelles que tu travailles. Est-ce que tu peux déjà, avant toute chose, te présenter et comme ça, nos téléspectateurs sauront un peu qui tu es. Et n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions à Anne-Lise, à moi. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous le jeudi soir. Merci beaucoup Camille. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau donc de Média Training de l'IHEMI, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Donc en effet, je suis la chef du département risques et crises au sein de la direction de la stratégie des risques et des relations internationales de l'IHEMI. Alors j'ai un parcours assez atypique puisque je suis géographe, géographe cartographe. Et oui, ça mène à tout. Et avec deux axes depuis le début de mon parcours professionnel, la communication et les enjeux sécuritaires. Donc, ça m'a amené évidemment au ministère de l'Intérieur et sur la communication de crise. J'ai commencé à DICODE, à la délégation à l'information et à la communication du ministère de la Défense. Donc, j'ai fait pas mal d'interministérialité. Ensuite, je suis partie dans le secteur privé à Airbus Défense. Donc là, c'était la partie cartographie, puis j'étais analyste en images satellites et images radar. J'ai rejoint l'ONU à Bangkok puisque je faisais une thèse à l'époque, un doctorat en géographie sur les trafics illicites. Alors, j'anticipe tout de suite ta question, je n'ai pas terminé mon doctorat. Je pense que je n'avais pas suffisamment l'esprit recherche et plus l'esprit opérationnel. J'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères pendant 10 ans. 5 à l'étranger. J'ai créé et dirigé l'Observatoire des trafics illicites en Asie du Sud-Est avec une composante veille, une composante recherche et beaucoup de sensibilisation, de communication auprès de la population sur les questions de faux médicaments, faux cosmétiques, faux alcool à risque donc sur la santé. Puis j'ai rejoint le centre de crise du ministère des Affaires étrangères pendant 5 ans en tant que conseillère du directeur. C'était passionnant, un sentiment d'être utile, de service public sur des crises très multiples, très variées, d'attentats, malheureusement de crash d'avion ou autres. Et puis après ces 15 ans d'expérience, le pas de recul quelque part pour arriver sur la formation et le partage de cette expérience. Et c'est en cela que j'ai rejoint l'IHEMI en 2017 maintenant. Et l'opérationnel n'est jamais très loin puisque je suis retournée un peu en opérationnel au début de la cellule de crise Covid au ministère de la Santé. Voilà, donc un parcours un peu atypique. Alors tu l'as dit, ici on est à l'IHEMI, donc l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Est-ce que tu peux le décrire parce que ça a été en réorganisation, mais aujourd'hui c'est stabilisé oui. et la crise est importante dans ces formations. Bien sûr. L'IHEMI, donc l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, a été créé le 3 septembre 2020. C'est une fusion entre deux anciens instituts de formation, le CHEMI, le Centre de hautes études du ministère de l'Intérieur, et l'Institut national d'études de la sécurité. Ça fait beaucoup de jargon. C'était de, en final, renforcer l'efficacité, rationaliser les coûts entre instituts qui
pour mission, au final, de former les hauts cadres des secteurs publics et privés aux questions de sécurité et de justice, et également de proposer des travaux de recherche et de prospective, au final, pour évaluer les nouveaux risques, les menaces, les vulnérabilités. Donc, on parle à l'IHEMI d'intelligence économique, Exactement. on parle de renseignement, on parle de gestion de crise. On parle beaucoup de gestion de crise, alors on va parler en effet de sécurité justice au sens large. On va parler plus spécifiquement de l'intelligence économique et de la protection des entreprises. D'ailleurs, au sein de la direction dans laquelle je suis, il y a un département dédié, département de la protection des entreprises et de l'intelligence économique, qui va travailler vraiment spécifiquement sur les questions de menaces, de risques, de vulnérabilité des entreprises par rapport aux menaces qui sont actuelles. Et on a en effet ce département risque et crise, qui est le département qui va être en charge de former les hauts cadres dirigeants du secteur privé et du secteur public à la gestion de crise, à l'anticipation, au plan de continuité d'activité, au média training, à la communication de crise. Et également, on est beaucoup sur les facteurs humains, puisqu'on va travailler avec nos auditeurs sur la prise de décision dans l'incertitude, comment réussir à avoir au final une conscience de la situation. Là, je prends un terme plutôt qui nous vient de l'aéronautique, une conscience de la situation pour prendre des décisions en ayant conscience des conséquences de ces décisions sur le court, moyen ou long terme. Eh ben, on commence en tout cas sur la gestion de crise et la communication de crise ensemble. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, en attendant vos questions, moi j'en ai. Déjà, pour commencer peut-être, comme on le fait souvent, est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, quand est-ce qu'une institution bascule en communication de crise? À quel moment les méthodes habituelles de travail dysfonctionnent et à quel moment il faut changer de paradigme? Parce que c'est ça finalement la communication de crise. Alors, avant de savoir si on passe en communication de crise, on se pose la question de savoir si on est en crise. Ça paraît tout bête, mais en effet, qu'est-ce qu'une crise? Alors, il y a des dizaines de définitions. La définition que nous, on propose, rupture du fonctionnement courant. Donc, il y a bien un avant et un après avec un événement, soit déclencheur, soit révélateur. C'est-à-dire qu'on peut avoir déjà ce qu'on appelle, nous, dans notre des signaux faibles, c'est-à-dire le sentiment que quelque chose ne va pas, qu'il y a des fragilités, mais on ne le voit pas forcément. Et on va avoir un événement révélateur qui va venir, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Oui, c'est-à-dire la crise, elle couve et puis à un moment, ça va exploser dans les médias et là, ça sera vraiment la crise. Alors, dans les médias, dans ce cas-là, c'est une crise qui va être révélée par un événement d'origine de communication. Ça peut être également parce qu'il y a, au final, on dit c'est un aléa qui va rencontrer un enjeu, la crise. C'est-à-dire qu'on a un aléa, c'est notre événement, c'est le tremblement de terre, c'est une explosion, c'est un accident, et qui va rencontrer un enjeu qui peut être humain, c'est-à-dire que malheureusement, il va y avoir des victimes, ou alors il y a une organisation humaine derrière qui n'est pas en capacité d'y répondre, qui va rencontrer sinon un enjeu d'organisation, c'est-à-dire que l'organisation est en face, l'entreprise, l'institution, n'est pas en capacité d'y répondre dans son organisation actuelle, ou alors un enjeu de communication, c'est-à-dire que cet événement va être en effet révélé par des médias ou amplifié par des médias. Et donc, on a cet événement révélateur, un avant et un après, une rupture du fonctionnement courant qui nécessite d'arrêter ou de mettre en retrait les activités secondaires pour se concentrer sur les missions principales. Alors, ça nécessite d'avoir défini en amont dans nos enjeux ce qui étaient nos missions prioritaires et nos missions secondaires. Et à partir de là, on va mettre en place une organisation spécifique. On change de salle. En fait, on sort de nos bureaux du quotidien et on va dans ce qu'on appelle une salle de crise, dans laquelle on sera tous réunis autour du décideur, du chef, qui lui a pour mission de comprendre ce qui se passe, pas uniquement dans chaque silo métier, donc la vision que chacun aurait, par exemple, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, la police, la santé, chacun va avoir une vision très spécifique dans son champ métier de ce qui se passe. Au niveau du décideur, du chef, il doit avoir une vision partagée, globale, et donc après prendre des décisions pour pouvoir gérer la crise au mieux. Demander un confinement, d'éviter le secteur, de ne pas boire l'eau potable, voilà, différents types d'enjeux.
Alors, les salles de crise que tu évoques, c'est au niveau national, nous, à l'hôtel Beauvau à Paris, ou c'est aussi dans les préfectures, dans les départements? À tous les niveaux. Selon les enjeux et les décisions qui vont être prises, il va y avoir des cellules de crise qui vont être organisées au niveau des mairies, des cellules de crise qui peuvent être organisées au niveau de la préfecture, on appelle ça un centre opérationnel départemental. Il y a également des cellules de crise qui peuvent être mises en place au niveau national, dans les ministères ou au niveau interministériel pour pouvoir répondre aux différents enjeux. Par exemple, si on prend le soir du 13 novembre, le soir des attentats, 13 novembre 2015, le soir des attentats de Paris, au niveau national, le président avait pris 2 mesures phares qui étaient la fermeture des frontières et l'état d'urgence. Ça, c'était des mesures qui étaient prises à ce niveau, au niveau de la cellule interministérielle de crise à Beauvau, et ensuite qui étaient déclinées au niveau des territoires. Donc oui, en effet, il y a des cellules de crise qui sont à différents échelons pour répondre aux enjeux nationaux, stratégiques ou plus opérationnels. Alors pourquoi c'est aussi important la communication dans la gestion de crise? En quoi c'est important? Parce que s'il y a, par exemple, tu disais un attentat, des victimes, l'important c'est le terrain, c'est les secours aux personnes, c'est d'arrêter les auteurs le cas échéant. Mais pourquoi la communication c'est aussi important en fait? Alors, quand on ouvre en effet cette cellule de crise, c'est là où on va basculer aussi en communication de crise pour les équipes. Pourquoi c'est très important de communiquer en période de crise? C'est qu'il va falloir en fait aider l'opérationnel dans sa gestion. Donc déjà, en fait, il va y avoir deux objectifs majeurs dans la communication de crise. Informer la population de ce qui se passe et peut-être donner des consignes, mais l'objectif majeur, il va être de répondre aux besoins de l'opérationnel. L'opérationnel, par exemple, sur le terrain, va avoir besoin qu'il y ait peu de personnes, pas d'attroupement autour d'un événement pour éviter un suraccident, pour permettre aux secours d'arriver, pour permettre aux secours également d'emmener les victimes le plus rapidement possible dans les hôpitaux. Donc en cela, il ne faut pas entre guillemets d'attroupement, si je puis dire. Et dans ce cas-là, la communication permet de dire un événement est en cours à tel endroit, éviter le secteur. Ça permet d'éviter aussi un engorgement, des embouteillages, donc ça va aider l'opérationnel. De la même façon, on va pouvoir dire rassurez vos proches. Un événement est en cours à tel endroit, rassurez vos proches. C'est autant d'appels qui n'arriveront pas sur les lignes d'urgence et donc qui vont permettre de ne pas engorger ces lignes d'urgence. Donc en fait, la communication de crise, ça permet à chaque citoyen d'être informé et d'avoir le bon comportement par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est ça? Exactement. Et tout l'enjeu dans la communication de crise, par exemple, on parlait tout à l'heure du niveau des préfets, mais c'est la même chose que l'on soit chef d'entreprise ou que l'on soit préfet ou à tous les niveaux. Au final, ça va pas à tout prix. Si on cherche à rassurer dans un premier temps, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans un premier temps. On n'a pas encore les éléments. Et rassurer, c'est un peu... Alors, je vais prendre un exemple qui est peut-être pas tout à fait adapté. Quand un enfant tombe et se fait mal, tout de suite, on n'a qu'une envie, c'est on le prend dans ses bras et on dit « tout va bien ». On n'en sait rien. Peut-être que sa jambe est cassée. Mais on n'en sait rien, mais c'est humain de vouloir dire « tout va bien ». Et là, il se passe quelque chose. Dans un premier temps, quel est l'objectif? Ça va être de montrer que l'on est crédible, montrer que l'on est en capacité de gérer la crise, qu'on a pris conscience qu'il se passait quelque chose, et donc ensuite de donner de l'information pour aider l'opérationnel, pour donner les bonnes consignes, toujours dans un objectif opérationnel. Alors n'hésitez pas, ceux qui nous rejoignent, à poser vos questions si vous le souhaitez. Moi, j'en ai une, puis après, je commencerai à prendre celles qui arrivent dans le chat. Quelles sont, selon toi, les qualités qu'on doit avoir quand on veut faire de la communication de crise? Tu disais qu'il faut être franc sur la situation, il faut aussi être très lucide. Quelles sont, selon toi, les qualités, si on a des jeunes spectateurs qui nous écoutent et qui se destinent à ces métiers? Alors, il faut en effet être franc, il ne faut jamais cacher la vérité, puisque de toute façon, ça va toujours sortir, donc ça ne sert absolument à rien, c'est se préparer à se prendre un boomerang dans ce cas-là. Donc ça, en effet, c'est être franc, c'est être en capacité, c'est être très pédagogue, parce qu'il va falloir expliquer tout ce que font les différents services, les différents opérationnels sur le terrain. On ne fait pas nous-mêmes, ça peut être un petit peu frustrant. C'est-à-dire qu'en communication de crise, on explique mais on ne fait pas. C'est ça. On a tous les autres services qui sont là, qui ont les mains dans le cambouis, qui gèrent la crise de façon opérationnelle. Et nous, on parle, on écrit, on décrypte. Donc c'est de la pédagogie pour expliquer ce qui est fait, pour aider nos collègues opérationnels. Donc c'est beaucoup de pédagogie.
c'est beaucoup de capacité également de synthèse, parce que si vous voulez faire de la pédagogie et être écouté, on va pas faire des grandes phrases. Donc, il va falloir synthétiser et au final donner des phrases courtes, des éléments courts, synthétiques, ne pas rentrer dans le détail et savoir simplifier surtout. Simplifier les choses parce qu'on a des jargons techniques qui sont tellement complexes. Même des fois, entre opérationnels, on peut se perdre parce que les sigles peuvent être parfois les mêmes d'un organisme à un autre, mais avec des significations différentes. Donc, à la communication de crise, l'objectif, c'est de pouvoir simplifier, synthétiser et de temps en temps résumer pour au final être compris de tous et des non-spécialistes. On n'est pas tous spécialistes en gestion de crise. Alors là, quelques questions un petit peu précises. Merci à vous dans le chat de les poser. Lors d'une crise, à quel moment est-ce qu'on choisit de communiquer des informations? Est-ce que parfois on choisit de ne pas communiquer? Et est-ce que alors c'est pas un choix risqué? Donc là, ça fait 3 questions en une pour toi, Annie. Alors, on va commencer par peut-être la dernière, qui est une question 2 en 1. Peut-on choisir de ne pas communiquer? N'est-ce pas un choix risqué? Oui, il y a quelques cas extrêmement, on les compte sur les doigts d'une main, où on ne va pas communiquer. Par exemple, quand j'étais au ministère des Affaires étrangères, nous avions notamment la gestion des otages à l'étranger. Quand il y a une affaire d'otages à l'étranger, on ne communique pas sur le sujet. Parce qu'on mettrait en danger l'intervention, les négociations, le cas échéant, et donc la vie de l'otage aussi. Exactement. Donc l'objectif encore qui prime, c'est l'opérationnel. Donc si l'opérationnel a besoin de silence pour pouvoir travailler, dans ce cas-là, on ne communique pas parce que c'est en effet risqué après pour l'otage en question. C'est un des seuls cas où on ne communiquerait pas, puisque dans tous les autres cas, il vaut mieux communiquer parce que l'idée, c'est de se positionner dans une crise. En début, en communication, il va y avoir énormément d'acteurs qui vont parler. Il va y avoir des experts, il va y avoir des personnes, des témoins qui étaient présents, des personnes qui ont entendu, des opérationnels, des fois même des personnes qui n'étaient pas présentes, qui ne connaissent pas souvent et qui vont quand même donner leur avis. Et là, si on ne se positionne pas, si on ne parle pas, si on n'est pas présent dès le début, on sera inaudible et notre voix ne portera pas, notre message ne portera pas. Donc, ne serait-ce qu'au tout début, moi j'appelle ça le temps zéro, l'événement vient de se produire, c'est déjà se positionner et dire, voilà, nous savons qu'il y a un événement, on est en train de le gérer. Premier élément, peut-être éviter le secteur ou alors rassurer vos proches. Mais déjà, on revient vers vous dès qu'on a plus d'éléments. Mais déjà, sachez qu'on est au courant et on est en train de le traiter. Donc là, tu réponds aussi à la deuxième question qui est, en fait, on doit communiquer dès le début, selon toi, dès le début de la crise pour se positionner. Exactement. Ok. Il faut faire des petites pauses quand même parce que c'est hyper fatigant. Il faut changer. Est-ce qu'on peut changer d'acteur de communication au fil de la crise? Ça, c'est des choses possibles? Ah oui. Alors d'ailleurs, on a dans notre session nationale, on a des sessions nationales de formation et on a une session nationale qui s'appelle Management stratégique de la crise. Donc les sessions nationales de formation à l'IHEMI, ce sont des sessions d'une semaine par mois tous les mois, de septembre à juin. Et nos auditeurs sont des auditeurs déjà expérimentés dans leur thématique. On a des sessions nationales sur les questions de sécurité justice et on a dans d'autres thématiques. Et on a également 2 sessions nationales qui sont diplômantes. Celle sur la protection des entreprises et l'intelligence économique et celle sur le management stratégique de la crise aboutissent à la fin à un titre de master, donc titre 7 du RNCP, niveau master. Et ces auditeurs, j'arrive à la question, ces auditeurs font un travail de réflexion que l'on appelle groupe de stratégie, de réflexion et stratégie. Et à la fin de l'année, ils rendent un mémoire qu'ils diffusent. Et ce mémoire cette année pour un des groupes, c'est justement sur la rareté de la parole publique et se poser la question pour être crédible, qui doit parler à quel moment pour justement répondre à cette question d'efficacité. Donc, on est tout à fait dans cette question. Vous pourrez lire leur rapport avec grand plaisir en juin prochain. Eh ben, on n'y manquera pas. Et en fait, tout l'enjeu, ça va être de se dire, oui, on se positionne dès le début. Ça, c'est sûr et certain. Et après, selon la thématique, on peut faire venir un expert, on peut faire parler dans ce cas-là peut-être plus le niveau préfet ou le niveau ministre, ou par exemple, on est sur une problématique dans une usine. Est-ce que le directeur de l'usine vient s'exprimer? Est-ce que le directeur de l'usine s'exprime conjointement avec le préfet ou alors conjointement avec le maire? Ce sont des signes très forts. S'ils s'expriment ensemble, ça peut montrer une coordination de leur action. Donc, ça dépend des cas, en fait.
Alors, on a 2 autres questions dans le chat. La première, je pense que tu as la réponse, mais sinon, moi aussi, de mon expérience, j'ai quelques idées là-dessus. C'est est-ce que les chaînes d'infos en continu entravent pas un peu l'action des forces de l'ordre, le GIGN, le RAID? Il y a l'exemple de Darmartin en Goël, Ouais. par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ça a évolué. tout Ça a beaucoup Ouais. évolué et je pense qu'il y a eu mais on pourra justement en parler, un avant et un après attentat du 13 novembre. C'est-à-dire que oui, il y a eu ces difficultés. Quand on en parle avec les journalistes, on sent qu'il y a eu quand même ce retour d'expérience qui a été fait. Et de nos jours, quand on leur dit vous pouvez entraver l'action des opérationnels, c'est tout à fait compris. Alors moi, cet échange que Mais j'avais peut-être que avec... des fois, ils peuvent entraver sans même s'en rendre compte. Il faut leur dire. Hmm. Dans ce cas-là, il faut avoir la capacité, et ça c'est tout le rôle du communicant de crise, d'avoir cette force, cette relation avec les journalistes et de pouvoir le dire. Moi, j'avais eu le cas à un moment où, dans le cadre d'une affaire d'otage qui s'est très mal terminée pour la personne, en fait, son fils avait souhaité se rendre sur les lieux où son père est décédé. C'était une opération extrêmement sensible parce qu'évidemment, les terroristes avaient mis pour cible également sa famille. Et là, j'ai un journaliste qui m'appelle en disant: «Est-ce que tu confirmes que le fils est sur place?» Et je l'ai fait patienter, je lui ai dit: «Écoute, oui, en climat de confiance, oui, il est sur place, il sort dans, je sais plus, 3-4 heures. Je te dis, dès qu'il est dans l'avion en zone internationale, à partir de ce moment, tu peux communiquer.» Il a attendu. Et ça, cette confiance, on peut l'avoir quand on a ce relationnel. Donc, c'est aussi une compétence à avoir, une qualité à avoir en communication de crise, ce relationnel avec les journalistes, pour être en capacité de dire ce qu'il en est en off. On dit beaucoup de choses en off, en communication de crise, pour pouvoir orienter également, et pas orienter, mais au final donner de l'information aux journalistes sur la situation. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à continuer à en poser. Alors, il y en a une deuxième qui est très intéressante, c'est comment on fait quand on a à prendre la parole en public en situation de crise pour ne pas être soi-même submergé par l'émotion sur ce qui est en train de se passer. C'est difficile. Comment on gère ça à terme personnel? Ou alors quand on est soi-même touché, je pense par exemple un préfet devrait prendre la parole et peut-être sa famille est elle-même prise dans l'attentat ou dans les pluies torrentielles, la catastrophe naturelle en cours. C'est très difficile. Et si vous voyez par exemple la vidéo de Guillaume Pépi au moment de l'accident de Brétigny, on le sent très affecté dans sa prise de parole et ce n'était pas fin, c'était vraiment réel. Alors, pour les communicants de crise, évidemment, c'est difficile de s'exprimer au quotidien sur des sujets qui sont dramatiques, puisque si on ouvre une cellule de crise, c'est qu'il y a une difficulté. On prend beaucoup, en effet, sur soi, parce qu'il faut réussir à montrer que l'on est en capacité donc il ne faut pas nous-mêmes montrer une faiblesse ou une fragilité. Donc après, c'est d'avoir une équipe qui réussit de parler aussi, parce que les équipes qui sont dans la cellule de crise vivent tous ces moments. Donc d'arriver à en parler, de débriefer. Au centre de crise des affaires étrangères, je salue d'ailleurs tous les anciens collègues, on parlait beaucoup de tout ce qu'on vivait. Et ensuite, on avait après un psychologue qui était arrivé plusieurs années après et qui permettait d'échanger avec nous au besoin. Mais parfois, ça ressort plusieurs années après. Ça s'appelle un traumatisme aussi. C'est ça. Voilà. Ça peut ressortir parce que l'on revoit une vidéo, parce que l'on entend un bruit. Il ne faut pas croire que derrière un écran, ou je pense aussi à tous ceux qui font du community management derrière les écrans de smartphone sur les réseaux sociaux, il ne faut pas croire que tous les communicants en fait sont insensibles à ce qu'ils voient, même si c'est par écran interposé. On est impliqué dans la crise et donc on partage l'émotion des victimes ou des personnes touchées, même si on fait ce travail de communication de manière éloignée du terrain finalement. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat. Sinon, moi, je me demandais, Anne-Lise, justement, comment on se prépare à tout ça? Est-ce qu'il faut lire des livres? Est-ce qu'il faut faire des exercices? Est-ce qu'il faut s'entourer d'une bonne équipe? Comment, finalement Moi, mon sentiment, c'est qu'on fait bien ce qu'on fait tous les jours, mais la crise, par définition, on la vit pas tous les jours. Alors, certains l'ont. Certains le vivent tous les jours dans les cellules de crise. Non, en effet, il faut s'entraîner. Déjà, il faut avoir une très bonne équipe, en effet, mais ça, on ne choisit pas forcément. Après, on peut également s'entraîner, faire des exercices, et c'est ce que l'on fait au département risque et crise, justement, et c'est ce que l'on prône. Dans mon équipe, nous sommes 7. J'ai un département, je salue évidemment toute l'équipe.
qui est extrêmement dynamique. Et au sein de l'IHEMI, après, on a toute l'équipe qui va nous accompagner, nous encadrer, que ce soit au niveau informatique, puisqu'on a évidemment un énorme besoin en informatique, mais toute la logistique qui va suivre. Au niveau de mon département, nous avons des personnes qui viennent de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des affaires étrangères, du secteur privé, de la justice, de la police, et qui sont spécialistes sur les plans de continuité d'activité, qui sont spécialistes sur les questions d'anticipation. Et donc, c'est tout se creuser en interministériel qui va permettre de créer des exercices, des scénarios toujours plus d'actualité et qui vont ensuite mettre les auditeurs qui viennent sous pression, en immersion dans le réel pour vivre une expérience de crise. Et ces expériences, on peut avoir vécu une crise, 2 crises, 3 crises et se sentir avoir quelques réflexes. Plus on fait d'exercices, plus on s'entraîne, et meilleur on sera. Donc, c'est-à-dire, les gens qui participent, on leur dit, bah voilà, vous êtes à Paris, c'est la veille de Noël, vous êtes dans un grand magasin, et là, vous entendez une explosion. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, on les met carrément dans la situation. On a 2 types, en fait, de mise en situation. Outre le média training, qui est une mise en situation bien particulière pour la communication de crise, on va avoir ce qu'on appelle des exercices de crise et on a ce qu'on appelle des études de crise. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près la même chose. Les exercices de crise, on recrée complètement des salles de crise réelles. On en a 2 miroirs en parallèle. Une qui est celle dans laquelle les joueurs sont mis sous pression. Ils reçoivent des appels, ils reçoivent des mails. Ils doivent décider. Ils doivent décider. Et nous, dans l'autre salle, on les voit puisqu'on a des caméras. Donc, on les voit jouer, on les voit réagir et on va, côté animateur, adapter nos réponses par rapport à leur réaction. Et on va les appeler, on va leur envoyer ces messages. Et là, on voit comment ils travaillent la circulation d'informations dans la cellule. Comment ils travaillent en équipe, en fait. Comment ils travaillent en équipe. Comment ils se répartissent entre eux pour résoudre la crise. C'est un peu comme un escape game. C'est ça. C'est un escape game en mode gestion de crise. Et après, le décideur, le chef, par rapport à toutes ces informations, va dire, je prends telle décision, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est pas facile de trancher. Est-ce que des fois, ça se passe mal et les gens se disputent, j'allais dire s'engueulent, c'est pas bien, mais est-ce que des fois, il y a de la tension au sein de l'équipe? Parfois, il y en a. Donc, c'est important de s'entraîner pour faire en sorte, si c'était une vraie crise, qu'il n'y ait pas ces difficultés-là, j'imagine. Exact. Donc, parfois, il va y avoir de la tension. Alors, toute la pédagogie, justement, de mes collègues qui sont sur ces exercices de crise sont là pour sentir également. Et dans ce cas-là, d'aller voir celui qui joue le chef ou son adjoint, de le prendre un petit peu à part et de dire attention, là, il y a peut-être un risque et de réorienter. Ou alors, si on sent qu'il y a une personne en difficulté, on la prend également à part, on l'accompagne. En fait, dans un exercice de crise, on se teste, on prône vraiment la vertu de l'erreur, donc on se teste pour d'essayer des choses, d'essayer de nouvelles choses, mais on n'est pas là pour non plus faire tomber la cellule. C'est absolument pas notre objectif. Si l'objectif d'un exercice de crise, c'est de faire tomber ceux qui sont en face, c'est très facile et c'est pas rigolo. Donc l'objet, et c'est absolument pas pédagogique. Mais des fois, sous stress, il y a des personnes, qui peuvent Ils se révèlent en gestion de crise. Et ça nous mène vers une question qu'on a dans le chat, mais qu'on peut peut-être élargir. Là, la question, c'est est-ce que vous auriez des méthodes pour maîtriser son stress lors de prise de parole? Donc ça, peut-être qu'on va y répondre toutes les deux. Et sinon, comment, lors de la prise de parole, on gère son stress, mais aussi de manière plus générale, quand on a à gérer une crise ou quand on est intervenant sur une crise, comment on gère son stress? Alors, déjà, la préparation. 90% du stress vient d'une non-préparation. C'était Churchill qui disait un discours improvisé a été réécrit 3 fois. C'est ça, on s'entraîne. Alors évidemment, il y a aussi de l'anticipation, c'est-à-dire qu'il y a des plans. Pour chaque type de crise, il va y avoir des plans qui permettent de définir les différentes actions à mener. Donc il y a ces plans, il y a toute la partie planification. Et après, il va y avoir l'entraînement qui va permettre de tester ces plans, de permettre aussi de les apprendre, de les ingurgiter et de pouvoir les mettre, d'avoir les réflexes, les bons réflexes. Ça, plus on en fait, et plus moins on aura de stress au final parce qu'on connaîtra nos outils, on connaîtra les réflexes. Et est-ce que les autorités qui passent ici trouvent que c'est le même stress entre l'exercice ou la vie réelle? Est-ce que c'est différent quand même? C'est différent. C'est différent parce qu'il y a une pression de la réalité. Quand c'est vrai, c'est bien ça. C'est bien pire. Alors souvent, ils nous disent on est pris au jeu
quand même. Mmh. Maintenant, il y a quand même évidemment un côté réel. On sait qu'on est dans une salle qui n'est pas la nôtre, et puis on sait qu'on est avec des personnes qui ne sont pas forcément là le jour J, et puis on sait qu'on vient en exercice. Donc évidemment, l'exercice ne sera jamais comme le réel. Il y aura toujours des différences, et puis l'exercice, on est tous là. Le réel, On qui est est tout pris. seul, Alors non, non? pas forcément dans ce sens-là, mais oui, ça peut être aussi le cas, la solitude du décideur. Non, c'est également que, le jour J de la crise, il y en a un qui est malade, il y en a un Ah qui, oui. est lui-même pris dans l'événement, il y en a un qui a des proches qui sont pris dans l'événement. C'était notamment quand, moi j'avais rejoint la cellule de crise, lors des attentats de Paris. La première question qu'on avait posée aux personnes qui venaient dans la cellule: «Est-ce que vous avez des proches qui sont sur les Mmh. terrasses? Est-ce que vous avez des proches au Bataclan?» Mmh. Donc c'est vrai que dans la vraie vie, tout de suite, on sent aussi ces enjeux de pression humaine qu'on ressentira jamais dans l'exercice. Parce que dans l'exercice, même si on se prend au jeu, et les auditeurs nous le disent, on s'y prend et on a l'impression que c'est la vraie vie, parce qu'on fait tout pour les mettre en situation, on sait qu'on peut mettre sur pause un moment. Après, sur les méthodes pour maîtriser son stress, lors des prises de parole, il y a des questions aussi d'entraînement, tu l'as dit, et des questions, ça dépend de chaque personne, mais tout simplement de respiration. Oui. C'est physique, quand vous respirez bien, voilà, votre corps se détend, même dans des situations de stress, et donc c'est des exercices aussi à faire pour arriver à calmer sa respiration. C'est normal d'avoir les mains moites, par exemple, c'est un signe physique de stress, mais voilà, par exemple, si vous vous oxygénez bien, si vous respirez à fond avant de prendre la parole en public, c'est des petites choses qui font que vous allez mieux maîtriser votre stress. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est à l'entraînement aussi qu'on le fait. Mais en tout cas, ce stress, il est normal. Tout le monde a du stress. Du président de la République jusqu'à n'importe quelle personne qui passe un exposé de troisième dans son école, toutes ces Oui. personnes ont du stress, et c'est normal parce que la prise de parole en public de manière inhabituelle, voilà, c'est une réaction normale. Et s'entraîner, c'est également pendant la crise. C'est-à-dire qu'avant de prendre la parole, arriver à se dire: «Je vais dans une salle», la personne qui va prendre la parole se met dans une salle avec quelqu'un de confiance. Ça peut être son chargé de com, ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un de confiance, et il redit son discours. Et là, à froid, sans les caméras. Il le dit une fois, 2 fois, on souffle et on y va. Et là, ça permet, en l'ayant dit déjà une fois ou 2 fois, d'avoir fait tomber une partie de la pression, parce que quand on va le redire, on le connaîtra déjà. Donc Mmh. l'entraînement, c'est aussi Mmh. pendant la crise, alors c'est paradoxal, hein, qu'on est dans l'immédiateté. Bon, bah, j'espère qu'en tout cas qu'on a répondu à ta question. On a une autre question de Lucas qui nous demande s'il y a souvent des exercices de communication de crise dans les ministères. Ah, souvent, le problème, c'est que, Lucas, il y a urgence et encore urgence. Donc, le temps est précieux pour tout le monde. Donc, souvent, je pense que c'est un grand mot. Il y a des exercices de communication de crise, bien sûr, au niveau des ministères, pour les personnes qui sont amenées à prendre la parole. On le fait le plus souvent possible, en fonction des agendas de chacun. Et bien sûr, c'est de plus en plus développé, je dirais, notamment au ministère de l'Intérieur, où on renforce ces outils de C'est vrai que communication. nous, au ministère de l'Intérieur, par définition, on est sur de la gestion de crise. Donc c'est vrai qu'on en fait quand même pas mal, et nos autorités en font pas mal. Les préfets doivent faire un exercice de média training chaque année. C'est un exemple, mais voilà, c'est déjà bien d'être dans cette dynamique-là. Moi, je voulais aussi te poser la question des réseaux sociaux, Oui. parce qu'il y a les médias traditionnels, on en a parlé, notamment les chaînes d'infos en continu, la télévision, qui permet d'informer en situation de crise, mais il y a beaucoup de choses aussi maintenant sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, on voit j'allais dire, le meilleur et le pire. On a par exemple des comptes officiels qui donnent des très bonnes informations. Moi, je pense au compte que je connais bien, qui est Bovo Alert, qui va donner de l'information vraiment certifiée en situation de crise, et donc de l'information solide. Mais des fois, on lit un peu tout et n'importe quoi, Ouais. même parfois des rumeurs qui enflent sur les réseaux sociaux. Et comment on gère la communication de crise à ce moment-là? On ne peut pas répondre à tout, parce qu'il y a tellement en effet de rumeurs et d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, que ça prendrait évidemment beaucoup trop de temps de répondre à tout. Et la question se pose aussi de savoir s'il faut répondre à toutes les rumeurs. On a eu, en début de crise, une arrivée massive de la désinformation, et qui circule notamment via les réseaux sociaux. Donc tout l'enjeu va être de décrypter les sites qui vont donner des bonnes informations et des informations vérifiées, des informations qui sont complètement farfelues. Si on prend le cas de l'incendie à Lubrizol, on avait circulé l'information d'une explosion, et on voyait même une vidéo de cette explosion.
cette vidéo était prise en Chine plusieurs mois ou plusieurs années, même avant. Donc, vous voyez, il y a Donc des... ça, il y a des outils pour vérifier. Hein. Si vous êtes un fact-checking. internaute, voilà, un fact-checking, ça peut être TinEye, ça peut être Google inversé, image inversée. Il y a plein de dispositifs qui existent pour vérifier. Donc, vérifiez toujours vos informations. On a l'habitude de dire que si une information nous touche beaucoup, il y a énormément d'émotions, ou ça nous paraît complètement improbable, alerte, il faut toujours vérifier pour voir si c'est la réalité ou si c'est une rumeur qui a été diffusée pour déstabiliser ou pour mettre en difficulté l'autorité qui est en public ou privé, qui est en train de gérer la crise pour des intérêts divers. Ce qui est très difficile en fait en communication de crise dans ce fameux temps zéro, ce début de la crise où on ne sait pas encore ce qui s'est passé, c'est que au niveau des autorités qui vont gérer la crise, encore une fois, public ou privé, on a très peu d'informations. Or, notre esprit humain est un esprit cartésien qui a besoin de concret pour comprendre ce qui s'est passé. Et la rumeur va souvent apporter du concret, alors parfois complètement loufoque, mais va apporter un certain aspect concret et notre esprit aura envie de s'y accrocher beaucoup plus qu'un discours disant écoutez, je ne peux rien vous dire parce que pour le moment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, il faut arriver à donner finalement des exemples ou à mieux expliquer le début de crise pour faire taire les fausses rumeurs et être plus présent au début de crise en fait. Tout à fait. Et d'être en capacité, on est dans une société de l'immédiateté. Toujours. On veut tout savoir tout de suite. Et donc, c'est d'être en capacité d'arriver à ralentir un petit peu ce rythme, surtout en tout début de crise où tout va très vite, et d'être en capacité d'expliquer, de la pédagogie, encore une fois, de dire que l'on a besoin de temps et qu'il y a une phase nécessaire dans laquelle la priorité, ça va être l'aide aux victimes, de comprendre ce qui se passe. Et c'est dans cette phase où il va y avoir toutes ces rumeurs sur les réseaux sociaux. Et une deuxième phase où on va savoir ce qui se passe. Et notre objectif, c'est de le savoir le plus rapidement possible, où là, on va pouvoir dire de façon vérifiée ce qui se passe. Et donc, tout l'enjeu, notamment pour le décideur, c'est d'arriver à tenir dans ce début de crise, non pas pour cacher des choses, puisqu'en de toute façon, on ne les sait pas. Donc, non pas pour cacher des choses, mais pour être en capacité de montrer qu'on est crédible, pour ensuite expliquer vraiment ce qui s'est passé. Alors, on a une autre très bonne question et on sent que la personne s'intéresse à tout ça. Est-ce qu'il existe un réseau des communicants qui sont spécialisés dans la crise, je ne sais pas, entre les ministères, au sein du ministère de l'Intérieur? Alors, il existe, oui, le réseau des communicants de crise qui est en interministériel, qui est coordonné par le SIG, le service d'information du gouvernement. Et en effet, quand j'étais dans l'opérationnel, on se mettait tout de suite en contact, en réseau, pour savoir qui disait quoi et pour coordonner nos messages. Et finalement, dans les préfectures, nos collègues communicants sont tous un peu spécialistes de communication de crise parce qu'ils ont à traiter de cette matière au quotidien, finalement. Exact. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions, mais je sens que derrière, il y a des gens intéressés par ces métiers et qu'il y a des vocations qui soit préexistaient, soit qui continuent à demeurer. En tout cas, merci beaucoup Anne-Lise. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses dont tu voulais nous faire part, mais je crois qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat. Écoutez, peut-être simplement, en effet, si ça a pu confirmer des vocations, c'est en effet une très belle nouvelle parce que c'est vraiment un métier passionnant, celle de la gestion de crise et encore plus de la communication de crise pour mon niveau. Et c'est un métier, une passion que l'on partage au sein du département risque et crise. J'en profite peut-être, si je peux me permettre, encore une fois, de saluer toute l'équipe parce qu'ils sont très dévoués, très dynamiques et vraiment toujours avec la bonne humeur. C'est quelque chose également qui se ressent en cellule de crise. On avait l'habitude de dire dans cellule de crise qu'on est une famille parce qu'on vit des choses qui sont très fortes et il y a toujours une très bonne ambiance, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui tient, c'est ce qui permet de tenir en cellule de crise et toujours d'avoir cet enjeu de service public et d'être utile. Alors, on va prendre la petite dernière question pour la route. À quoi ressemble un plateau de crise qui est présent et comment les gens sont choisis? Alors, je suis désolée, mais je ne peux pas faire tourner la caméra, mais il faudrait un jour que vous fassiez un stage chez nous. Mais est-ce que tu peux le décrire peut-être, Anne-Lise, ce plateau de crise? Alors oui, un plateau de crise, alors il va y avoir différents types de plateaux de crise. Il y a même des études qui sont faites sur les locaux de crise pour comprendre les locaux qui seraient le plus adaptés et ces architectures évoluent également au gré des besoins que l'on voit en cellule de crise. En fait, on va avoir une salle dans laquelle on va avoir de nombreux ordinateurs avec des téléphones et chaque silo métier, chaque expertise
va être présent pour pouvoir répondre, pour pouvoir comprendre la situation dans son domaine et donner au chef une vision globale. Alors c'est un petit peu complexe ce que je dis là, mais en fait c'est que ça dépend de la situation. Si on est au niveau d'une préfecture, on va avoir une grande salle avec donc différents ordinateurs, un représentant de la gendarmerie, un représentant de la police, un représentant de la santé, un représentant des transports, un représentant également de la communication, ça peut être un représentant de l'éducation nationale de la météo, s'il y a un problème d'ordre météorologique. Exactement, on a des experts, on a des personnes qui sont en synthèse et des personnes après qui vont être en direction. Et chacun récupère de l'information pour comprendre ce qui se passe, puis diffuse l'information en interne pour arriver après à cette prise de décision. Dans le secteur privé, ça peut être, par exemple, on peut avoir des personnes en charge de la DRH, on peut avoir des personnes des finances, des ingénieurs, de la production. En fait, tout l'enjeu, qui on choisit, eh bien, ça va dépendre du besoin. C'est-à-dire qu'il y a une crise à gérer, quelles sont les conséquences de cette crise et d'où vient cette crise, on va mettre autour de la table ceux qui peuvent y répondre. Et les meilleurs, ils sont sur le terrain ou en cellule de crise alors? Ah, c'est deux métiers différents. En fait, sur le terrain, on va vraiment être les mains dans le cambouis, on va faire de nos mains. Quand on est en cellule, on va coordonner, on va amener des moyens, essayer de faire envoyer des moyens complémentaires, conseiller. Donc, c'est deux métiers différents et qui sont tous les deux indispensables et évidemment complémentaires. Et ben voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, ça me passionne. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions en DM sur Insta, sur Twitter. Merci à toi, Anne-Lise. Merci, Camille. Merci à tous. Bravo à tout ton département et à tout l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Merci de nous avoir accueillis sur ce beau plateau. C'est un plaisir. Et voilà, restons en contact et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.